Quelles sont les armes de la Chine pour riposter au protectionnisme de Trump? On en parle avec Christian Parizeau. Bonjour. Bonjour. Chef économiste d'Orel BGC. Alors, avant de parler des munitions, parce qu'évidemment Pékin en a à sa disposition, les marchés sont rythmés, on le voit bien, au gré, ils évoluent au fur et à mesure des nouvelles qui tombent sur encore une fois, sur ce conflit protectionniste, plus que guerre protectionniste, guerre commerciale. C'est un conflit commercial plus qu'une guerre d'ailleurs. Oui, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est de la communication. Alors je rajouterais à guerre commerciale, guerre de communication, en grande partie, liée à M. Trump, avec ses tweets qui nous annoncent plein de choses. Avec des mesures effectives quand même, on a ces mesures, il y a des mesures effectives, milliards de dollars de chaque côté entre mais les États-Unis et la Chine. Le marché est pris entre deux feux, parce que d'un côté, les mesures effectives, ça marque les esprits, on annonce des hausses de taxes de 25%, ça paraît énorme, mais c'est une toute petite partie. Sur 34 milliards de dollars. C'est pas grand-chose. Des deux côtés. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est surtout, ça remet pas en cause la croissance américaine, ça va pas déclencher une hyperinflation aux États-Unis, ça perturbe l'économie mondiale, mais c'est pas ça que je vais pas vous faire un scénario de récession mondiale sur cet élément-là. Donc, oui, sauf qu'en début de semaine dernière, on a eu quand même cette annonce de Donald Trump de dire qu'en septembre, s'il n'y avait pas d'accord, eh ben, il y aurait 10% de surtaxe douanière sur 200 milliards de dollars, un peu moins de la moitié des importations chinoises aux États-Unis. Et puis 2 jours après, qu'est-ce qu'on a eu? On a Trump qui était à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN qui a dit que tout ça finira par s'arranger avec la Chine. Et les marchés doivent composer avec ça, ce qui fait de la volatilité. Voilà, je dirais que le risque n'est pas forcément… Voilà, c'est complètement illisible. C'est un mauvais outil parce que la hausse des droits de douane, c'est ce qu'il y a de pire comme outil. Je vous prends un exemple. Trump a augmenté les droits de douane sur les machines à laver. Depuis, on a une hausse très forte des prix à la consommation des machines à laver aux États-Unis et on a la consommation de machines à laver qui chute. Donc finalement, c'est le consommateur américain qui est pénalisé. Parce que ces machines à laver ne sont pas substituables, elles ne sont pas produites aux États-Unis. Il faut les importer, donc on les importe plus cher, le client les paye plus cher et quand c'est trop cher, le client n'en achète plus. C'est ça l'idée. C'est ça. Et derrière, ça a même un impact sur le secteur du pressing parce qu'il a aussi taxé les machines professionnelles. Et le coût aujourd'hui des machines professionnelles a aussi beaucoup monté. Donc, il y a un impact. Il y a un impact économique. On sait que ça sera négatif. C'est négatif pour la Chine, c'est négatif pour l'économie américaine. Tout le monde est perdant. Tout le monde n'arrête pas de le dire. Donc, on se dit 2 choses pour les marchés. C'est d'une part, il bluffe. Il a conscience que c'est un risque et il est là juste pour faire céder la Chine. Et puis d'autre part, pour l'instant, ce qui est vraiment annoncé n'est pas un vrai impact sur l'économie. En tout cas, ça ne remet pas en cause la croissance. Maintenant, c'est un facteur de risque, c'est un facteur de volatilité, c'est un élément qui bloque les marchés quand même. Parce qu'on le voit, sur la bourse, on ne va pas plus haut, on ne va pas acheter aujourd'hui tant qu'on n'a pas résolu cette communication et cette guerre commerciale. Ouais, sauf qu'on sait que dans la coulisse, ça patine toujours, les négociations commerciales. Et même s'il nous dit le président Trump que tout ça se finira bien, on a eu il y a quelques jours le ministre du Commerce chinois qui nous disait que il n'y avait pas aujourd'hui de reprise des négociations commerciales entre les deux camps, donc on ne sait pas où on va. On est un peu avec le chaud et le froid aussi du côté chinois parce qu'ils ont une position affichée très dure, on va répliquer de manière unilatérale, puis ils envoient des petits messages. Alors c'est des petits messages, je vous prends un exemple, le fabricant de mémoire Micron, il a un procès en Chine et donc le tribunal chinois a décidé que comme c'était un procès pour violation de brevet, c'est l'un de ses concurrents coréens qui l'attaque sur la cour de justice chinoise, et donc il a dit tant que le procès… Macron, entreprise américaine, naturellement. Et donc ce qu'a fait le tribunal, il a dit tant que je n'ai pas statué, eh ben, je gèle la possibilité de vendre des barrettes de mémoire en Chine. Alors, en plus, ils ont donné la liste des barrettes concernées, soi-disant, par cette attaque sur les brevets. Et comme par hasard, c'était que des barrettes produites dans une usine aux États-Unis. Donc le message est clair. C'est un hasard, ça. C'est un hasard, voilà. Parce que les autres qui sont produites en Chine, elles sont encore autorisées à être à la vente. Donc c'est juste pour vous montrer, la Chine aussi, derrière, il montre à M. Trump, OK, tu peux nous taxer. Et le grand argument de Trump, c'est de dire, nous, on importe plus qu'eux n'importent. Ça, c'est l'argument massu de dire, voilà, nous, on importe 500 milliards. Vous importez des produits américains à hauteur de 130 milliards. Au petit jeu des taxes, vous allez vite vous arrêter. Et il a raison. Alors non. Parce que là, le message de Macron, c'est de dire je peux vous fermer mon marché intérieur. Voilà. Et c'est là qu'on voit… On sort du petit jeu de taxes. Alors, c'est un peu ce qui peut faire peur aussi. Parce que d'un côté, on comprend très bien le message envoyé par la Chine, c'est de dire, voyez, si vous faites n'importe quoi, moi, je pourrais, par exemple, embêter Apple. Pourquoi je ne bloquerais pas la vente de ces iPhones en Chine avec une régulation en disant qu'ils ne sont pas aux normes? Donc, il y a plein de possibilités. Je peux geler les licences d'ouverture de nouveaux magasins pour Starbucks.
Et ça, ce n'est pas des exportations là, de biens. Là, c'est de l'activité vraiment pour plein faire dans le sujet. Les armes aujourd'hui de Pékin face, encore une fois, au protectionnisme de Trump, les armes, en termes de surtaxe douanière, se limitent vite pour les raisons qu'on a données, 130 milliards d'un côté, 500 de l'autre. Mais tout le reste, tout ce que vous évoquez là, ça, ce sont des munitions qui sont qualitatives, on va dire, et non plus quantitatives, et qui là peuvent compliquer la vie de corporates américains, la vie des multinationales, en bloquant, vous le disiez, les Starbucks qui veulent s'ouvrir avec les droits d'ouverture, c'est ça, en Oui, bloquant voilà. Je Apple. prends un autre exemple. Apple fait 50 voilà. milliards de dollars de chiffre d'affaires en Chine. Voilà, par exemple, Hollywood, ils ont un nombre limité de films qui peuvent diffuser en Chine. Il suffit de diviser par 2 le nombre de films qui peuvent diffuser en Chine. Et le marché chinois est devenu un marché essentiel pour la rentabilité des grosses productions d'Hollywood. Donc il y a des moyens de freiner aujourd'hui et de montrer que la Chine… Toutes les boîtes américaines qui commercent et qui ont pignon sur rue en Chine. Ah mais… Vous prenez simplement le chiffre d'affaires de toutes les boîtes américaines et vous regardez leur exposition à la Chine et potentiellement la Chine peut leur mettre des entraves, leur barrer le marché. C'est quoi? C'est des contrôles sanitaires, des contrôles sécuritaires, des contrôles environnementaux, vérifier que vous payez bien vos salariés au bon prix, vérifier naturellement toutes les normes. Et on des bâtons dans les roues. Quoi, voilà, le vrai protectionniste. Et c'est là qu'on est assez étonné de l'attitude de M. Trump parce qu'il utilise une arme qui est ancienne. C'est-à-dire les droits de douane, c'est vraiment du protectionnisme à l'ancienne. À la papa. Voilà, le vrai protectionnisme que font tous les pays, toutes les zones, c'est toujours les normes, c'est les réglementations, c'est pas visible, c'est pas aussi visible que ça. On va pas vous mettre une grosse taxe à l'entrée, mais on va faire en sorte que vous n'ayez pas le label nécessaire. Ou alors, je vous prends un exemple aussi, la Chine, ils ont bloqué pendant 2 semaines tous les véhicules de Ford. Ils n'avaient pas le bon formulaire pour passer la douane. Donc il y a plein de façons de bloquer aujourd'hui le commerce international. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus inquiétant. Parce que si véritablement on est dans une guerre de communication, mais qui a des vraies répercussions politiques, on pourrait avoir un marché chinois qui se referme un peu sur lui-même et une volonté des Chinois. En contraire, ça serait l'inverse. Au lieu de s'ouvrir et de s'ouvrir à la concurrence et permettre un accès plus facile aux entreprises américaines, faire l'inverse et se replier sur lui-même. Ils ont quand même leur marché domestique qui est énorme, qui est très important. Ils peuvent se le permettre. Ils peuvent se le permettre, oui. Alors ça, je dirais que ça a un coût économique. Mais ils pourraient accélérer ce coût, puisque depuis la dernière crise, leur grande stratégie, c'était quand même de dépendre de moins en moins de l'extérieur et d'avoir cette demande intérieure qui était vraiment un moteur pour la croissance chinoise. Donc aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils le feront de gaieté de cœur, ils réorienteront une partie de leur activité vers l'Europe, ils s'adapteront. Mais les Chinois, ils ont une vision de long terme. Et s'ils pensent que véritablement les États-Unis ne sont plus un partenaire de confiance et que c'est un risque derrière, ils vont réagir. Je vous prends un exemple, l'histoire de ZTE, qui du jour au lendemain a dû cesser ses activités. Entreprise chinoise. Voilà, entreprise chinoise qui a dû du jour au lendemain cesser ses activités parce qu'il y a une condamnation américaine qui leur interdit de commercer avec des entreprises américaines. Et donc du coup, quand vous faites un téléphone et que vous n'avez que les systèmes d'exploitation qui sont fabriqués aux États-Unis, vous arrêtez complètement votre activité de production de téléphone. Donc ils sont aperçus de cette faiblesse-là. Alors là, à court terme, ils ont négocié, ZTE a repris ses activités, mais je pense que ça va renforcer le pouvoir central de dire il faut absolument qu'on soit indépendant. Et c'est là tout le paradoxe, parce que M. Trump attaque les Chinois en disant vous jouez pas le jeu, vous êtes en train de faire China 2025, vous voulez vraiment, par des subventions publiques, vous attaquez ces marchés-là et vous avez une sorte de distorsion de concurrence. Moi, je vous mets des taxes parce que vous jouez pas le jeu. Et derrière, il les incite encore à aller dans ce chemin-là. Donc c'est ça qui est dangereux. Il fait pareil avec le pétrole, de manière Trump. Voilà. C'est un peu incohérent parce qu'il fait tout pour faire baisser le prix. En même temps, avec sa politique étrangère, il fait augmenter, et ses sanctions sur l'Iran, il fait augmenter le prix. Donc effectivement, c'est… Mais je pense que les conséquences ne sont pas forcément économiques à court terme. Il ne faut pas se focaliser sur le droit de douane, même s'il levait même de 10% ses droits de douane. Il y a beaucoup de produits chinois taxés à 10% qui le seraient moins qu'en Europe aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ce n'est pas le chiffre en lui-même, c'est pas l'impact serait négatif, mais ce n'est pas non plus dramatique. Ce qui va vraiment changer les choses, c'est comment vont réagir les agents économiques, comment vont réagir les entreprises américaines. Est-ce qu'elles arrêtent d'investir en Chine parce qu'elles considèrent que c'est un marché fermé? Est-ce que la Chine se replie sur elle-même? Et ça aura des conséquences sûrement sur plusieurs décennies derrière et sur l'activité et le développement économique de pas mal de pays. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des armes dont dispose Pékin en disant voilà, vendre de la dette américaine, l'arme nucléaire, c'est que 1000 milliards de dollars de bons du Trésor sont dans les coffres de la Banque centrale chinoise, mais là encore, si elle les vend, elle fera des moins-values sur ses actifs qu'elle a en portefeuille, donc ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens, elle se tirait une balle dans le pied. C'est comme d'évaluer le yuan, on entend tous, voilà, oh là là, ça serait terrible, etc. Mais c'est une arme à double tranchant aussi pour Pékin, parce que d'un côté,
Si ça baisse trop, ça veut dire des importations qui coûtent plus cher pour les consommateurs, ça veut dire un risque de fuite de capitaux, comme on l'a vu à l'été 2015 quand le yuan avait décroché. Donc, pas sûr que finalement Pékin se sert de ces deux armes-là. L'arme monétaire n'est pas forcément la meilleure. L'arme monétaire n'est pas forcément la meilleure. Je pense que s'ils doivent le faire, ils le feront de manière beaucoup plus prudente, moins visible forcément, et ils accéléreront à mon avis sûrement le fait de se refermer sur eux-mêmes et le fait de développer leur propre industrie de pointe. Ils pourraient aussi, on dit, limiter les voyages des Chinois à l'étranger, notamment évidemment aux États-Unis. 350 000 étudiants sont présents sur place, et puis les touristes chinois qui dépensent, j'ai vu le chiffre, 30 milliards d'euros par an pour leur voyage aux États-Unis. Ça peut faire partie de l'arsenal de mesures de rétorsion aussi, ça. Oui, parce que d'autant plus, oui, mais ça joue quand même, parce que M. Trump raisonne toujours balance commerciale. Lui, il raisonne les échanges de biens entre les États-Unis et la Chine. Or, on sait qu'il y a une balance des services. Il a raison pour le coup, parce qu'il y a bien une balance déficitaire à hauteur de 350 milliards. Commerciale. Ouais. Mais il y a une balance des services qui est excédentaire. Parce que justement, pour les Américains. Voilà, c'est ça. À hauteur de combien? Alors, j'ai plus en tête le chiffre, le dernier chiffre, mais on est pas 300. Non, on est en déficit en net. Au total, on est en déficit. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est tourisme, tout ce qui est naturellement services que vendent aujourd'hui les États-Unis, ça rentre dans les échanges, dans la balance des paiements. Donc aujourd'hui, le gros problème, c'est que M. Trump est très focalisé sur ce déficit de biens. Et il raisonne industrie. Il ne raisonne pas forcément en global. Ouais. Bon, donc on le voit en tout cas, et on finit là-dessus, hein, Christian Parizeau, la Chine dispose de mesures, encore une fois, de rétorsion, au-delà de ce qui est quantitatif, au-delà des surtaxes douanières, au-delà, encore une fois, des taxes, il y a d'autres moyens d'embêter, d'enquiquiner, de mettre des bâtons dans les roues des boîtes américaines. Oui, c'est ça que je voulais qu'on fasse passer comme message. Oui, très clairement. Aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter seulement aux taxes douanières. Et puis surtout, il faut faire vraiment la part dans ce qui est la partie communication, ce qui est vraiment le plus difficile et ce qui sera le vrai impact économique. Et là, en ce moment, très clairement, il y a des voix qui s'élèvent aux États-Unis, notamment de la part des entreprises du S&P 500 qui commencent à dire à M. Trump, le marché chinois, c'est notre marché de croissance. C'est un marché très important. Vous nous tirez une balle dans le pied, quoi. Voilà, les résultats des Nike, beaucoup d'entreprises, qui sont bons, mais plus 23% en Chine. Ouais. C'est grâce à la Chine qu'ils ont sorti vraiment des très bons résultats. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces entreprises américaines, si on leur referme ou si on leur met des bâtons sur les roues, c'est ça qui mettra la pression. Et d'ailleurs, vous avez qu'à voir l'association des chefs d'entreprise du S&P 500, lors de sa dernière enquête, a vraiment critiqué pour la première fois ouvertement cette politique de M. Trump. Donc c'est peut-être un élément. On va espérer que les élections du mid-term arrivent rapidement. C'est novembre. Ça calme, voilà. Novembre, ça calme un peu les choses derrière, mais c'est vrai que c'est un élément. Aujourd'hui, on voit que les entreprises américaines commencent à réellement s'inquiéter, plus sur cet aspect-là que finalement la hausse des taxes elle-même. Et puis entre Trump qui dit qu'il est prêt à taxer jusqu'à toutes les importations chinoises, et le même Trump qui dit quelques jours après que ça va bien se finir par une négociation avec les Chinois, c'est vrai qu'on en perd un peu son latin. Oui, parce qu'il parle finalement à son électorat. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça marche en partie dans les sondages. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas sur une politique très terrorisée, très carrée, mais on est plutôt sur des réactions par les tweets. Et puis derrière, il y a l'administration américaine qui court derrière pour un peu mettre tout ça au carré et lancer ce qu'il faut derrière. Mais on voit qu'on est clairement sur des éléments qui surprennent toujours, mais surtout qui sont très difficiles à évaluer. C'est ça aussi qui est vraiment l'incertitude. Et ce qu'on constate aujourd'hui dans les données d'enquête, c'est ce que nous disent les chefs d'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, cette incertitude commence à peser sur le moral des chefs d'entreprise. On a vu que dans les enquêtes market, les PMI, auprès des directeurs des achats, que la partie perspective dans beaucoup de pays du monde, et particulièrement en Asie, commençait à réellement se replier. Et donc, ça veut dire que c'est bon aujourd'hui. Il y a un ralentissement, mais on va pas dire que c'est dramatique. Il y a un petit ralentissement de l'économie mondiale. Mais dans les perspectives où ça se dégrade assez fortement, c'est quand même un gros effet Trump. On le voit là, ça commence à peser sur les perspectives. Merci en tout cas, merci pour ces explications. Tout ça signé Christian Parizeau, le chef économiste d'Orel BGC. Merci beaucoup.